Bonsoir à tous. La fête se fait toujours ressentie dans les rues de Cotonou. La circulation est beaucoup plus fluide que d'habitude. C'est la preuve qu'il y a beaucoup qui se reposent encore et qui se préparent, histoire de mieux se préparer pour donc redémarrer leurs activités. Et tout ceci, ils le font bien évidemment en compagnie du grand rendez-vous qui démarre ici tout de suite par la météo. Voilà, c'était donc la météo et faites avec nous, chers téléspectateurs, une incursion dans le monde des éleveurs ce soir, des éleveurs de caille, plus précisément de petits oiseaux domestiqués et qui sont au cœur du business de beaucoup de Béninois, un sujet de monde agricole de ce soir. La conjonctivite est de retour. C'est une des maladies liées à l'harmattan. Nature et bien-être vous réserve des astuces pour éviter et ou soigner le mal. Le Bénin, meilleur pays africain 2018 en matière d'indice d'ouverture sur les visas en Afrique, un rapport de la Banque africaine de développement qui met le Bénin devant 52 pays africains, une performance à analyser avec un gestionnaire de patrimoine tout à l'heure sur la rubrique Expert. Des lycéens et collégiens des collines détectés et initiés à l'écriture fictionnelle, Horizon Culture reçoit l'organisateur et le lauréat 2018 de Plume Dorée des collines 2018. Le grand rendez-vous, vous le savez, votre émission vous offre également le journal avec la complicité de la rédaction de BB24 à 19h45 exactement. Ce soir, Amadine Aniabossou est à la présentation. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assur Gaba. Il y a quoi au menu de ce 19h45? Eh bien, au menu du 19h45, l'ambiance au lendemain de la fête du Nouvel An à Cotonou. Les populations sont toujours en fête, les commerces fermés et les rues désertes. Le programme Jeunesse Affranchie a pour objectif de booster le mental des jeunes à entreprendre. 87 jeunes ont été dotés de capacités pour créer leurs propres entreprises. Du sport au service de l'environnement, la 5e édition de Eco-Running a rassemblé les artistes et les professionnels des médias. Le développement de tous ces titres, c'est à 19h45. Rendez-vous donc à 19h45, Amandine, à Niabossou. Le grand rendez-vous ouvre ses plateaux. On commence par Nature et bien-être ce soir. Ah oui, ça a commencé déjà par gratter au niveau des yeux, bien évidemment, ça rougit également ces yeux-là, c'est la conjonctivite qui est donc de retour. Ainsi,
et par le biais de l'apparition de l'harmattan qui a commencé depuis quelques semaines déjà à Cotonou. On le sent dans le septentrion, c'est encore plus prononcé. Donc l'harmattan, on va suivre ce reportage et revenir sur le sujet, vous donner les astuces pour soigner le mal ou pourquoi pas l'éviter. Apollo, c'est ce qui nous arrive surtout dans le mois de décembre et que les yeux deviennent rouges et puis ça fait mal et puis ça attaque beaucoup plus les enfants que les grandes personnes. Et quand ça m'arrive, moi, bon, ça m'est arrivé en 2010. Depuis 2010, je n'ai plus retrouvé ça. Bon, en ce temps, moi, je me suis rendu à la pharmacie. On m'a fait payer un truc appelé colis. C'est ça que j'ai utilisé. Ça n'a pas duré 2 jours maximum, c'est fini, c'est passé. Non, je n'ai pas fait Apollo une fois, mais j'ai vu des amis qui ont fait Apollo plusieurs fois. La plupart d'eux utilisent parfois du sucre. Et puis, ils prennent ce sucre et puis ils mettent l'eau là-dessus et ils mettent ça sur les yeux. Il y a des fois chayots qu'ils utilisent et puis ils mettent ça sur les yeux. Et puis ça les gratte. C'est ce genre de médicaments traditionnels qu'ils arrivent à mettre sur les yeux. Mais des fois, il y a des conséquences par rapport à ça parce qu'il y a d'autres qui mettent et les yeux deviennent très rouges et puis ils arrivent à se retrouver à l'hôpital. Oui, j'ai souffert de ça une seule fois lorsque j'étais petite, mais ça fait très longtemps. Hein. Mais je ne sais pas ce que mes parents ont utilisé, mais depuis, je n'ai plus souffert de ça. J'ai un proche qui en a souffert de l'Apollo. Il avait très mal aux yeux, il avait les yeux rouges. Et ce n'était pas du tout fameux. À l'époque, mon proche n'utilisait rien. Il laissait tranquillement et au bout d'un moment, ça disparaissait tout seul. Je sais que c'est une maladie contagieuse qui attaque les yeux. Voilà. Et qui se guérit avec des traitements. Je n'ai jamais souffert de ça. On revient bien évidemment en plateau après ce Vox Pop réalisé par Yasmine Damata. En plateau, on retrouve bien sûr votre invité, n'est-ce pas, heureuse d'annoncer. Tout à fait, Assou Ngaba, bonsoir. La pleine forme ce soir, j'espère. Oui, je me porte bien, sans Apollo. Sans Apollo, hein? Oui. Bien évidemment. Docteur Aïnan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir sur ce plateau, nous offrir des astuces pour éviter ou soigner ce mal. Nous expliquer en quoi, comment est-ce qu'on peut donc définir la maladie conjonctivite, et surtout, tout simplement. La reconnaître, parce qu'il y a plusieurs types de conjonctivite, nous dira le docteur. Ah oui. Oui. Alors je suis là, tout de suite. Alors docteur, je l'ai dit tantôt, Oui. il y a plusieurs types de conjonctivite. Donc Oui. on dit les conjonctivites. On dit les conjonctivites. Voilà, mais dans ce cas-ci, Apollo, c'est la conjonctivite endémique, n'est-ce pas? C'est la conjonctivite endémique. Et voilà, leçon sûre. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Merci beaucoup. Merci de me faire confiance et de m'inviter à cette émission. En fait, on dit les conjonctivites parce qu'il y a plusieurs types de conjonctivites. Et par définition, une conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive. Okay. Et la conjonctive, c'est la membrane. C'est une membrane qui couvre la partie blanche qu'on voit sur l'œil. Sur nos yeux, vous avez une partie blanche. Oui. Il y a une membrane qui couvre cette partie blanche-là, parce que ce qui est blanc qu'on voit, on appelle ça la sclère, mais au-dessus, il y a une membrane. Elle est très fine, elle est très, très, très fine, et cette membrane-là, lorsqu'elle est infectée, lorsqu'elle est inflammée, on appelle une inflammation de la conjonctive. La conjonctive, donc, c'est une conjonctivite. Donc, la maladie de la conjonctive. C'est une maladie, une inflammation de la conjonctive. Donc, il y a plusieurs types de conjonctivite. Il y a la conjonctivite infectieuse bactérienne, et qui vient parfois et souvent pendant la période de l'harmattan. Et dans ce cas, le microbe se balade partout parce que, premièrement, le malade qui a la conjonctivite a de l'eau qui coule au niveau de ses yeux. Il a tendance à prendre un papier mouchoir ou un torchon pour essuyer. Et cette eau-là, c'est du pu. Et lorsque le patient essuie avec son torchon, sa main est contaminée par ce pu.
Lorsque vous rencontrez ce patient dans le couloir et que vous le saluez et vous dites bonjour, il vous transmet le microbe. Nous, on a l'impression que c'est en regardant la personne qu'on est contaminé. Non, non, non. La contamination, elle est directe, elle se fait par main ou par poussière ou par quelque chose qu'on touche. Alors, lorsque vous travaillez, vous êtes fatigué, vous faites ça, et puis vous faites ça, alors vous attrapez le soir, le lendemain, en même temps, vous attrapez la conjonctivite. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, pour la conjonctivite endémique, ce qui nous retient ici aujourd'hui, ça s'attrape de la même manière, c'est cela? Exactement de la même manière. Toutes les conjonctivites infectieuses s'attrapent de la même manière. Mais comment la reconnaître? Parce que vous l'aviez dit pendant nos échanges, qu'il y en a plusieurs types qui se ressemblent. Oui. Comment savoir que ça, c'est Apollo? La conjonctivite endémique, on ne peut pas reconnaître Apollo. On ne peut que constater Apollo. Ah oui? Voilà. C'est-à-dire il y a quelle différence entre la conjonctivite et l'Apollo? Non, la conjonctivite, pourquoi les gens appellent l'Apollo? Parce qu'à une période donnée, la conjonctivite apparaît au moment où les gens sont allés dans la Lune. Là, c'est pour faire. C'est une coïncidence. Alors, pour faire cette. Voilà, les gens disent il a attrapé Apollo parce que c'est une coïncidence. Apollo. Alors, ce n'est pas la maladie qui s'appelle Apollo, la maladie s'appelle conjonctivite. Conjonctivite, d'accord. Donc, il y a la conjonctivite bactérienne qui est très dangereuse et qu'il faut traiter. Il faut faire traiter ça par un médecin ophtalmologiste, et ce qui est Apollo. Mais il y a la conjonctivite saisonnière, allergique, qui apparaît pendant la période où on dit, bon, la période de foin, où il y a beaucoup de poussière, il y a des trucs qui se baladent. Et c'est une conjonctivite qui vient chez les personnes qui sont très allergiques au foin. Ces personnes-là, en même temps, font le rhume. Ils éternuent, ils ont les yeux rouges, enflammés, mais souvent, au début, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de pus, il n'y a pas de sécrétion. Mais le malade frotte les yeux. Le malade ne fait que frotter les yeux. Il est content de frotter les yeux. Et quand il frotte les yeux, il est satisfait. Il est satisfait. Et après, il a le rhume, il éternue. Donc, ça, c'est une conjonctivite allergique et saisonnière. D'accord. Mais dans le cas de la conjonctivite endémique bactérienne, là, il n'y a pas de rhume. 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 Souvent, il n'y a pas de rhume. Si la personne a le rhume, c'est parce que peut-être qu'elle a peut-être mis des produits qui... Parce que quand vous mettez des produits dans les yeux, il y a un canal qui quitte les yeux et qui sort par les narines. Qui ne sort pas les narines? Oui, normalement. Donc, tout produit que vous mettez dans les yeux, normalement, ça doit sortir par les narines. Par les narines. Oui. Parfois, vous sentez ça dans la bouche. Mais est-ce qu'il y a des personnes beaucoup plus vulnérables à ce type de conjonctivite-là? Pour la conjonctivite allergique saisonnière, ceux qui sont les asthmatiques, par exemple. Les asthmatiques, ils sont très, très allergiques. C'est eux qui attrapent les premiers. Les enfants. Les enfants et les personnes âgées aussi. Aussi, ils attrapent les... Mais c'est surtout ceux qui sont allergiques, comme ceux qui ont la différence de l'allergie dans le corps, donc les asthmatiques surtout. Qui font cette conjonctivite. Il y en a qui nous suivent actuellement, docteur, et qui peut-être ont eu Apollo l'année dernière, qui se disent, cette année, je ne l'aurai pas parce que je l'ai eu l'année passée. Effectivement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont raison, en fait? Non, ils n'ont pas totalement raison. L'Apollo, ce n'est pas une maladie, la conjonctivite, comme je dis, c'est une conjonctivite, c'est une bactérie, c'est un microbe. Ça ne donne pas une immunité. Ah, d'accord. La maladie qu'on attrape une fois et qu'on n'attrape pas une seconde fois, c'est une maladie qui donne une immunité. Alors, lorsque vous l'avez une fois, votre organisme reconnaît ça et vous empêche de l'avoir une fois. La conjonctivite n'est pas une maladie qui donne une immunité. La conjonctivite, vous pouvez l'attraper 10 fois. Vous pouvez l'attraper 50 fois. Il y a des gens qui l'attrapent 2 fois par an. Voilà. Et ça a des conséquences sur la santé? Ça a des conséquences sur les yeux parce que lorsque vous attrapez une conjonctivite, il faut aller chez le médecin ophtalmo. Parce que, on va en venir tout à l'heure, il y a des trucs qui ressemblent à la conjonctivite et qui ne sont pas
la conjonctivite et qui ne prennent pas les mêmes médicaments que la conjonctivite. Mais quand même, les yeux seront rouges. Les yeux sont rouges. Okay. Les yeux sont rouges et après, ça peut donner des sécrétions. Alors, dans la conjonctivite, le premier signe, c'est quoi? Dans la conjonctivite bactérienne, le Apollo, le premier signe, c'est que vous sentez des grains de sable. Il y a l'enfant qui dit, ah maman, j'ai l'impression que quand on a balayé, j'ai eu du sable dans les yeux. Et on met de l'eau, on lave, ça ne part pas. Deuxième chose, après l'œil commence par être rouge. Et ça peut être un œil avant. Et après, l'œil commence par sécréter. Il y a de l'eau qui coule, qui reste dans les coins. Après, vous dormez la nuit, le lendemain, les yeux sont collés. Les cils sont agglutinés. Et là, vous sentez, ça c'est le pus, le vrai pus qu'on voit qui agglutine les cils. Lorsque nous mettons la tête au niveau de notre microscope, nous voyons vraiment du pus comme si il y avait un abcès. Voilà. Donc ça, c'est le signe de la conjonctivite. Alors, si vous ne traitez pas, ça peut se compliquer, ça peut infecter tous les annexes, c'est-à-dire, on a parlé de la conjonctivite, ça peut contaminer les paupières, ça peut contaminer tout l'œil, ça peut rentrer dans l'œil, ça peut faire que l'infection se généralise au niveau de l'œil. Mais on peut perdre la vue à cause de ça? Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver et on appelle ça une endophthalmie, ça peut arriver. Alors, on perd l'œil. D'accord, quel conseil déjà, je ne sais pas s'il y aura des astuces pour déjà prévenir le mal? Pour prévenir le mal, et les patients demandent souvent, mon enfant est malade, il a la conjonctivite, qu'est-ce que je fais? Je dis, il n'y a rien à faire, il faut vous laver les mains. Dès que vous appliquez les colis, vous vous lavez les mains. Dès que vous le saluez, vous vous lavez les mains. Parce que dès que vous touchez le patient et vous grattez les yeux, vous avez la conjonctivite. Ça, c'est sûr. Donc, lavez-vous les mains. Il n'y a pas de médicaments qu'on met dans les yeux pour prévenir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, ceux qui ont déjà le mal, ceux qui en souffrent déjà, ceux qui en souffrent, il faut qu'ils aillent voir le médecin ophtalmo directement. Parce que c'est lui qui fait la différence entre une conjonctivite, une des conjonctivites et une autre maladie plus grave. Donc, directement chez l'ophtalmologue. Il faut aller chez l'ophtalmo, tout simplement, parce que ce qui se passe, c'est que les gens vont dans les pharmacies, ils vont mettre des produits où il y a des corticoïdes et ça enflamme l'œil et l'œil devient gros et ça crée autre chose. Donc vraiment, il faut prendre le... Ou alors, vous lavez les yeux par de l'eau salée, le temps d'aller chez le médecin ophtalmologiste. De l'eau salée. De l'eau salée. On se lave les yeux avec, le temps d'aller chez le médecin. Voilà. Il y a des solutions du sérum salé, il y a des solutions à la pharmacie, c'est de l'eau pour les yeux, pour laver les yeux. Vous lavez ça 4-10 fois par jour en attendant de trouver un médecin ophtalmologue. Mais le traitement est rapide, la guérison est rapide? La guérison est rapide. Après 2 jours de traitement, vous ne sentez plus les signes. Mais l'absence de signes ne signifie pas la guérison. La guérison. Il faut 15 jours pour continuer le traitement pendant 15 jours. 15 jours. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci madame. Pour les informations. Vraiment, merci docteur Inan. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, heureuse d'annoncer. Merci, Assio. À Nature et bien-être terminé, nous allons tout de suite nous rendre chez l'expert pour parler de cette performance que le Bénin a eue l'année passée selon le rapport de la Banque africaine de développement. Bénin, premier des pays africains pour l'année 2018 en matière d'indice d'ouverture sur les visas. On y va. Merci de nous retrouver avec l'expert de ce grand rendez-vous. Avec lui, nous parlons de cette performance du Bénin, Bénin meilleur, pays africain 2018 en matière d'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. On peut dire que c'est une grande joie, une grande performance pour le Bénin. Achille Zoron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Achille Zoron, gestionnaire de patrimoine aussi. Alors, le Bénin, premier pays africain selon la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour son rapport sur l'indice d'ouverture sur les visas 2018. Quelle analyse faites-vous de cette performance réalisée par le Bénin? Bon, déjà, c'est bravo parce que le Bénin a senti la chose. Et effectivement, ça a commencé à porter ses fruits. Nous ne sommes pas encore satisfaits de cette performance, donc c'est pour ça que nous disons que ça a commencé à porter ses fruits. C'est un bon score.
C'est vrai qu'il y a 3 ans, en fait, que ce rapport sur l'indice qui touche les visas a commencé. Ça a commencé depuis 2016, 2017, 2018. Et donc, le Bénin est arrivé à un niveau très, très intéressant. Comme premier, d'ailleurs, pays francophone, ayant pris cette posture-là de politique de visa. Généralement, la compétitivité d'entrée ou de sortie était liée au coût de réalisation du visa, à toutes les tracasseries administratives. Donc ça a commencé, c'est-à-dire les arguments pour pouvoir classer les pays. Premier indice, c'était donc le coût du visa. Non. Les arguments pour classer les pays, c'est plutôt pour rentrer chez moi, vous avez besoin de visa, premier élément. Deuxième élément, vous n'avez pas du tout besoin de visa pour venir chez moi. Troisième élément, c'est j'ai besoin de visa, mais je peux venir dans le pays et directement prendre le visa à l'aéroport. Donc, c'est sur ces 3 éléments-là, en fait, que les pays étaient jugés. Et il faut le rappeler que c'est un pays africain, donc il y en a 54. Donc, on va sommer, en fait, dans le rapport, on va sommer ces 3 indicateurs par pays, rapportés au nombre de pays, donc aux 54 pays, pour voir votre degré de performance. Et donc, c'est dans cela, en fait, c'est dans ce rapport de calcul-là que finalement le Bénin a pu faire les performances dont nous parlons là. Et ces performances-là sont dues simplement au fait que la politique du Bénin en matière du visa a rapidement changé. Et donc, vous savez aujourd'hui qu'on parle du e-visa, d'accord? Donc, le numérique a pris un pas. Et donc, plutôt que d'avoir des gestions administratives lourdes, on a simplifié et par le biais du numérique, donc on peut rapidement. Et donc, les autres éléments, c'est par rapport au coût, la réduction en fait des tracasseries administratives ou la durée auquel est subordonnée en fait la délivrance du visa. Donc, tous ces éléments ont été revus dans les critères de performance et c'est ça qui a permis en fait l'accroissement de la demande et donc d'entrée d'étrangers dans notre pays, le Bénin. Dans notre pays. Et donc aujourd'hui, le Bénin se trouve en tête de ce classement d'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. Alors, comment maintenir cette performance, Achille Zoum? Est-ce qu'on a encore les arguments pour le faire? Oui, si nous l'avons commencé à le faire, oui, on pourra le maintenir. Mais il faut y prendre garde parce que les autres aussi, ils regardent, ils ont ce rapport, ils ont vu ce que le Bénin a fait. Donc c'est sûr qu'ils vont commencer à rentrer dans la danse, à imiter le Bénin. Et donc, pour rester dans la performance, une chose est sûre, il va falloir alors tenir compte de cet environnement désormais de concurrence où les autres, voyant ce que nous faisons, vont chercher à imiter. Et donc, la politique béninoise doit être un peu plus dynamique dans ce sens, en surveillant en fait les leviers des autres pays sur cette dimension-là. Et on sait que plusieurs éléments drainent en fait les gens à l'intérieur d'un État. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les infrastructures, l'investissement que l'on fait dans les infrastructures, ce que je peux appeler the beautification of the nation, la manière dont nous embellissons la ville, nous rendons la ville attractive, voilà. Et tous ces investissements annoncés, asphaltage, autres projets de musées, les sites, etc. Et à ça, il faut rajouter un élément non moins négligeable, qui est la propreté de la ville. Oui, la propreté de la ville. Et donc, c'est un ensemble d'éléments déjà. Maintenant, il y a la connectivité. Là, je veux parler des infrastructures de transport, la qualité de circulation, la pollution de l'air et autres choses, aussi qui vont rentrer en fait en ligne de compte dans cette compétitivité du Bénin. Voilà, par rapport à l'attrait touristique.
Et donc, au-delà de ça, vous voyez, il y a toutes les facilités réseau, Internet, parce que, vous savez, quand quelqu'un visite un pays, il est satisfait, il en parle, il prend des photos, il le dépose. Et donc, tous ces éléments constituent des éléments d'appel à d'autres types de tourisme, à d'autres types de personnes. Et donc, dans ce système réseau, qui peut être un système qu'on va travailler, actuellement, c'est peut-être un système un peu trop hasardeux, mais via peut-être les agences de voyage et autres choses, ou autres institutions, on peut rendre cette politique-là un peu plus engagée, de manière à ce qu'on ait systématiquement le retour et que ces éléments-là soient distillés et diffusés un peu partout sur les plateformes où les personnes qui voyagent puissent les voir. Parce que, je voudrais dire, les premiers touristes que nous avons à attirer vers nous, oui. Je pense d'abord que ça doit être le tourisme africain, entre les Africains. Entre les Africains. Oui. Et pourquoi voyager entre nous doit être plus cher? Vous voyez, donc, c'est d'abord parce que là, il y a cette proximité, il y a cette fréquence. Et n'oublions pas que lorsqu'un touriste arrive, il dépense. S'il reste un moment et que même s'il n'a pas le pouvoir financier, mais c'est un aventurier subventionné par ses parents, s'il est en rupture de ressources, c'est sûr, quelqu'un de sa famille va envoyer de l'argent dans le pays pour qu'il dépense, voyez, pour qu'il puisse arriver à résoudre ces problèmes-là. Donc, ce tourisme de proximité-là, nous en avons besoin. Maintenant, le tourisme européen, américain, asiatique, oui, là aussi, nous avons vraiment besoin de ce tourisme-là. Parce que, vous savez, depuis que les projets du gouvernement sont communiqués, lancés, communiqués, tout au moins communiqués, c'est que ça a suscité un certain nombre d'engouements, d'accord? Et cet engouement-là a demandé à ce que les curieux déjà visitent le Bénin. Les scientifiques, par exemple, retrouvent de bien tout ce débat-là. Vous voyez, il y a eu des experts, des allers-retours, des colloques, des choses qui s'annoncent. Donc tout ça, là, en fait, prépare un environnement où le tourisme va jouer un grand rôle. Un grand rôle dans le développement du Bénin. Mais au regard de tous ces arguments que vous nous avez cités, est-ce que vous pensez que le Bénin est capable d'offrir cette attraction-là à ces visiteurs aujourd'hui? Parce qu'une chose est de faciliter l'entrée, mais l'après-entrée du touriste, du visiteur, doit être assurée. Oui, je prendrais le Bénin comme une entreprise. Oui. Vous savez, les performances d'une entreprise ne tiennent pas forcément du chef à lui tout seul, du directeur ou des cadres à l'intérieur. Mais cette performance dépend aussi du gardien qui est à l'entrée de l'entreprise, de l'institution. Oui. Ça veut dire quoi? Que tous les acteurs pouvant influencer d'une manière ou d'une autre cette politique touristique doit être mise à contribution. Et tout à l'heure, quand je mettais l'accent sur la propriété de la ville, ça, c'est le devoir et la mission citoyenne de chaque personne, individu, de chaque Béninois, ce serait sa contribution pour ce tourisme-là. Parce que si les habitudes de jeter Y chose au sol dès que nous faisons tout ça, si nous ne nous corrigeons pas et que le touriste vient voir, c'est pas bien. Vient voir des déchets dans la rue. L'autre chose, les espaces publics, les lieux où sont des monuments, ce sont des vitrines du pays. Allez voir des ordures sur ces espaces-là. Allez voir la qualité d'aménagement qui faiblissent sur ces lieux-là. C'est l'image que dégage le pays. Et donc, ce n'est pas forcément intéressant. Quand on vient dans un pays, on a toujours envie de se mettre dans les endroits d'attrait et immortaliser sa photo. Et donc, si là où je veux rester pour immortaliser ma vue du pays, il y a un petit coin de déchets, je pense que ce ne serait pas du tout bien. Et donc, je pense que la grande politique est en œuvre, mais attention à la petite politique des gens de rien du tout qui doivent accompagner. Voilà, on peut même avoir
des indices qui encouragent les gens à entretenir. Vous savez, on peut organiser des prix, des quartiers les plus nettoyés, les plus propres. Oui, alors si je vous comprends bien, Achille Zonou, il faut donc impliquer la population dans la politique, c'est-à-dire d'assainissement du pays. Ben oui, il faut fortement impliquer la population. Je dis bien, il faut fortement impliquer la population. Et il faut avoir une politique où je pense même qu'il faut corréler un certain nombre d'investissements à la qualité d'entretien des espaces et lieux. Les quartiers qui vont être peut-être les plus beaux, les plus ceci, vont voir accroître l'investissement en termes d'aménagement de leur quartier, de leur ceci. Donc il faut drainer, et ça c'est les chefs quartiers qui peuvent donc porter cette politique-là. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut aussi viser si on veut atteindre la performance touristique pour le Bénin. Pour le Bénin. Merci beaucoup à vous, Achille Zonou, pour avoir accepté de venir sur ce plateau, détailler ce sujet, analyser, je dirais, cette performance du Bénin. En tout cas, si vous voulez savoir, chers téléspectateurs, le pays le plus facile d'accès aujourd'hui en Afrique, c'est le Bénin. Voilà, tout simplement. Et donc, un Bénin riche de par son patrimoine, de par sa culture, je pense que doit travailler à maintenir cette performance-là, à satisfaire le visiteur qui a eu, avec beaucoup plus de facilité son visa et qui vient pour que cela puisse se perpétuer, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de cette performance. C'est ce que je retiens de ce que vous avez dit. Tout à fait. Le visiteur roi. Le visiteur roi. Et nous sommes là pour servir les visiteurs. Voilà. Merci beaucoup à vous, Achille Zonou. À très très bientôt. Le grand rendez-vous, la suite, ce sera avec qui déjà on va se retrouver. Estelle, est-ce que vous êtes prête? Non, pas encore. Oui, on ira dans le monde agricole après le journal, donc. Mais avant le journal, Horizon Culture. Oui, des jeunes initiés, des jeunes lycéens et collégiens des collines détectées d'abord et initiés maintenant à l'écriture fictionnelle. Ce sera sur Horizon Culture de ce soir. On en parle juste derrière ce reportage qui nous parle de façon un peu globale des compétitions de littérature. Qu'est-ce que ça apporte aux participants, aux organisateurs et au pays? Regardez. Quelle romancière est l'auteur de Riwan ou le chemin de sable ou encore du Baobab fou? C'est Ken Bougoul. La littérature béninoise est essentiellement d'expression française. Même s'il existe quelques ouvrages en langue béninoise très peu connus, la littérature béninoise a beaucoup évolué depuis les années 20. Autrefois réservée à une certaine catégorie d'érudits, elle ouvre désormais le champ à de jeunes auteurs grâce au concours littéraire. La mère du foyer n'était pas là. Ailleurs, loin, dans la case de la guérisseuse, elle poussait les cris de l'accouchement. L'enfant, lui, poussait des cris de victoire, la victoire de la vie. L'enfant naissait ce 21 juin 1998. C'était une fille. Et aujourd'hui, elle a 19 ans. Elle aime la littérature à mourir et est en deuxième année de journalisme. Et demain, elle veut conquérir le monde. Elle, c'est moi. Et moi, c'est Amine. Je prépare à Miss Littérature parce que j'adore la littérature en général et j'aime lire la littérature dans tous les domaines, que ce soit la littérature béninoise ou la littérature du monde. Nous avons organisé Miss Littérature parce que nous avons ressenti le besoin d'encourager les jeunes filles amoureuses de la lecture à persévérer dans cette lancée. Et nous avons également voulu inviter tous les autres jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, à mieux s'intéresser à la littérature. Le concept Plume Dorée est simple. Il s'agit d'aider les jeunes porteurs de projets, les jeunes écrivains à sortir leurs manuscrits des disques durs de leur tiroir et de mettre en avant les meilleurs porteurs de projets, de mettre en avant leurs projets. De telles initiatives sont bienvenues, d'autant plus qu'elles offrent aux participants un creuset pour se perfectionner.
Au niveau de la détection, nous en avons fait par centaines. Il y a beaucoup de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont des projets intéressants. Bon, d'autres, des projets qui sont moins intéressants, mais justement qui nécessitent un accompagnement, d'où la formation. Donc, que nous mettons en place doublement à travers des ateliers d'écriture et une résidence d'écriture. Les ateliers nous permettant de donner les rudiments à un nombre un peu plus large de porteurs de projets. Et à la suite des ateliers, nous en retenons 5 qui vont en résidence. Le concept de la résidence, il s'agit globalement de 15 à 21 jours d'internement en griffe où ils sont encadrés par des personnes plus avisées. C'est également l'occasion pour les plus doués de voir se concrétiser un début de carrière dans le monde de la littérature. C'est ça, hein. Merci beaucoup à vous, Lucrèce Degla, pour ce reportage présenté par Jennifer Sativi. En plateau, on retrouve Paterne Tiaou, promoteur de Plume des Collines. Plume des Collines. Qui est un produit de plume dorée. Oui. On a vu le promoteur dans ce reportage. Absolument. Ah ben, ça s'était bien passé, Plume dorée. Ça vous a apporté quoi? Oui, ça m'a apporté Plume des Collines. Parce qu'en 2014, j'ai participé à ce concours d'écriture nationale et j'avais compris qu'il fallait quand même dupliquer l'expérience au niveau du département des Collines. Voilà. Donc, quand je suis sorti de ce concours-là en 2014, on est en 2018 et Plume des Collines est né. Est né. Et il y a déjà des lauréats, dont un sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Raoul Minavoa. C'est ça, hein, Minavoa. Vous êtes lauréat de Plume des Collines. Vous allez nous dire tout à l'heure comment est-ce que le processus, si ça a été facile ou pas. Je sais que rien n'est facile dans la vie, mais vous nous direz tout à l'heure votre parcours, de la candidature jusqu'à la consécration. Voilà. On vient à vous d'abord pour parler donc, de l'écriture fictionnelle. C'est ça en réalité l'objectif final, de Plume des Collines. Oui, c'est amener ces jeunes apprenants à créer de la fiction, parce que nous avons constaté qu'au niveau de la télévision, des feuilletons, c'est de la fiction, ce n'est pas de la réalité. Et comment est-ce que des scénarios du genre sont créés, comment est-ce que c'est imaginé, comment est-ce que c'est porté. Voilà. Et nous avons donc des histoires à nous qu'on peut raconter aussi. Et qui sont ceux-là qui peuvent donc porter ces histoires-là. C'est donc, ayant compris donc, le besoin de commencer par inciter des gens à écrire des histoires de la fiction que nous avons donc initié, le concours départemental Plume des Collines, et qui est donc à sa première édition. Et donc, au cours donc, de ce processus, en mai 2018, nous avons d'abord lancé un appel à candidature. Très bien. Et il y a eu des participants, on avait eu une trentaine de participants. Et on a sélectionné des premières sélections. Et en juillet, on a organisé un atelier de renforcement de capacité pour leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent réécrire leur histoire. Et donc, à la suite de cet atelier, nous avons mis en place un jury qui a donc sélectionné maintenant le meilleur parmi donc, ces produits-là. Un jury présidé par Habib Dakougan, qui est donc écrivain et qui est... Qu'on ne présente plus. Prix du président de la République et tout ça. Donc, Habib nous a aidés avec d'autres personnalités du pays, du monde de la littérature. Et donc, à sélectionner donc, le meilleur. Et c'est donc là que nous avons maintenant les 6 lauréats, dont Raoul Thibault Minavoa qui a donc la meilleure nouvelle. Donc parmi les 6 que nous avons présélectionnés. Voilà. La meilleure fiction, si vous voulez. La meilleure fiction. Meilleure fiction, intitulée quoi déjà, Raoul? Intitulée Le bateau de l'enfer. Le bateau de l'enfer. Ça raconte quoi? Dites-moi un peu. Ça porte sur le thème de l'immigration clandestine. Ah, d'accord. Ça parle de l'histoire de 4 jeunes amis tentés par l'immigration clandestine. Des amis fatigués des fausses promesses de leurs dirigeants politiques qui décident de fouler le sol européen, histoire de trouver de l'emploi. Donc c'est ce qui les a amenés à emprunter un bateau, qui les a sans doute conduits sur le sol européen.
Ah, d'accord. Mais c'était le bateau de l'enfer. C'était le bateau de l'enfer. L'enfer vient faire quoi dans ce bateau? Oui, c'est parce qu'au cours de leur voyage, un drame s'est produit. Ah, d'accord. Donc, ils avaient failli perdre la vie. Mais bon, la chance était de leur côté. Ils se sont retrouvés sur la terre promise comme ils l'espéraient. Comme ils l'espéraient. Donc, alors, oui. Il faut lire la suite pour savoir. Il faut lire la suite pour savoir. Certainement que c'est disponible, hein, le bateau de l'enfer. Je vois. C'est disponible, bien sûr. Oui. Ah oui, disponible, le bateau de l'enfer. Raoul Thibault, Minavoa, il y a Morissette Ursule Maquin, oui. Annick Afora, Espédie Sadok Dagbelou, il y a aussi Steven Akrombessi, Espérant Djogbede. Oui. Voilà, donc au nombre de 6. Voilà. À avoir écrit. À avoir écrit, chacun avec sa nouvelle. Voilà. Chacun avec sa nouvelle. Oui, ce n'est pas que c'est une histoire racontée par eux tous. Chacun a une nouvelle donc, dans ce recueil collectif qui est composé donc, de 6 nouvelles. De 6 nouvelles. Voilà. Donc c'est le moment de remercier, si vous le permettez, le ministère de la Culture et du Tourisme, le leadership du ministre Olvas Gomeki qui nous a permis donc à travers la direction du Fonds des arts et de la culture de bénéficier d'un appui qui nous a permis d'éditer le livre. Parce que tout cela, on l'a porté jusqu'en octobre-novembre, sans avoir la confirmation réelle qu'on allait avoir les moyens de sortir le livre. De sortir le livre. Voilà, donc, finalement, le livre est là. Finalement, le livre est là. Disponible, et c'est grâce à eux. Disponible dans les librairies. Dans les coins, oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, je reviens à vous, Raoul Minavoa. Aujourd'hui, vous avez été sélectionné, initié à l'écriture fictionnelle. Est-ce que c'était ça votre objectif quand vous participiez à ce concours? Il faut dire que c'était ça mon objectif parce que je me suis intéressé à la littérature depuis tout petit. J'ai toujours lu. Et depuis tout petit, vous avez quel âge maintenant? Bon, j'ai 17 ans actuellement. 17 ans actuellement. Et vous faites quelle classe? Je me suis inscrit en première année de lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez eu le bac cette année? Oui, cette année. Ah, mais mes félicitations, du courage. Merci, oui, alors, vous racontez? Donc, je disais, je me suis intéressé à la littérature et je me suis dit qu'il arriverait un jour où je pourrais écrire moi-même un texte, seulement que je ne m'imaginais pas publier avec l'aide de M. Paten Tchaou et ses collaborateurs un tel ouvrage dont je suis le lauréat. Donc, c'est comme ça, bon, je suis parvenu à finir lauréat de ce concours. Vraiment, hein, nous vous disons toutes nos félicitations. Alors, la suite, après sortie du livre, ce sera quoi la suite, c'est bien sûr une programmation déjà. À partir de février, nous avons programmé une tournée départementale de lecture publique. Voilà. Parce que nous avons estimé qu'il faut maintenant, le nombre qui a été informé de la première édition n'est peut-être pas le nombre que nous voulons espérer. Donc, nous allons faire une tournée départementale dans les 6 collèges principaux du département des Collines. Voilà. CG1 Banter jusqu'à CG1 Ouessé en passant par Savalou, Dassa, Glazoué et Savin. Et donc, au cours de ces lectures publiques, il y a donc des comédiennes qui se sont déjà engagées sur le projet, qui vont faire de la lecture publique pour ces élèves-là, qui vont avoir le temps, si nous avons le soutien encore de nos autorités politiques et tout, avoir la possibilité d'avoir des livres en main et faire une lecture publique. Comme ça, nous espérons que nous allons inciter les apprenants à la lecture. Nous allons leur permettre d'être ambitieux, de participer à la 2e édition du concours. Alors, les critères, c'est qu'il faut raconter, sinon... Il faut avoir une histoire à raconter. Une histoire à raconter, mais une histoire qui raconte, je dirais, les réalités de chez nous. Pas forcément, mais une histoire, parce que l'écrivain est forcément dans sa société, il ne peut pas raconter une histoire hors de cette société-là. Voilà. Donc c'est une histoire que tout ce que nous voulons, c'est que les jeunes s'expriment, qu'ils donnent de la fiction à voir, à écouter et à lire, parce que nous avons aussi nos histoires. Et donc tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas forcément pas ce que nous vivons. Et donc le départ, c'est d'avoir une histoire à raconter. Et c'est une histoire irréelle, fictionnelle, imaginaire, parce que nous disons que le rêve américain, on l'a construit sur des générations. Et donc, il faut avoir le courage ou, disons, la possibilité d'avoir un rêve béninois. Oui. Et le rêve béninois se construit avec l'imaginaire, avec le rêve. Avec le rêve. En tout cas, je pense que c'est une matière première pour le monde
du cinéma au Bénin. Absolument. Et le théâtre également. Également. Pourquoi pas. Oui. Merci beaucoup à vous, Raoul, d'être venu sur ce plateau. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, on se rend directement dans la rédaction de BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Au lendemain de la fête du Nouvel An, la vie reprend timidement son cours dans la ville de Cotonou. Les populations sont toujours en fête, certains commerces encore fermés et la circulation fluide. Booster l'auto-entrepreneuriat des jeunes, le cabinet label des petites et moyennes entreprises Seattle de jeunes béninois ont été coachés à cet effet. Éco-running des artistes et hommes des médias mobilisés pour la 5e édition. Dans une ambiance bon enfant, ils ont débarrassé Cotonou de ces sachets plastiques qui polluent l'environnement. C'est le 3e jour de la nouvelle année 2019. Plusieurs Béninois sont encore dans la fièvre de la fête dans la ville de Cotonou. Les centres commerciaux rouvrent timidement leurs portes et la circulation est moins dense aux heures de pointe. À la plage de Fidjrosé, la jeunesse savoure toujours de bons moments de fête. Nous avons fait le constat sur les grands espaces publics. C'est un reportage signé Patrick Adjabojou. Au lendemain du 1er janvier 2019, des Béninois toujours dans la fièvre de la fête. À la plage de Fidjrosé, une frange de la population juvénile joue les prolongations. Pour eux, la fête se poursuit le 2 janvier, quand bien même c'est un jour de travail. Le 2 janvier, normalement c'est pour le service. Ceux qui sont allés au travail, ils ont plein droit de vivre comme nous aujourd'hui, là où nous sommes à la plage. Mais quand même, ce n'est pas permis à tout le monde de vivre cette joie. On doit au moins manifester ce jour, parce que hier, ça ne nous suffit pas. C'est comme si c'était la veille du 31 au 1er, mais c'est aujourd'hui le 2 qu'on sent au moins. Et normalement, le 1er, c'est aujourd'hui le 2, on sent le 1er. De la plage de Fidjrosé au centre-ville, les boutiques du quartier commercial de Ganri rouvrent timidement leurs portes. Pas de clients, ni de visiteurs. Au marché des fruits et légumes, pas d'affluence. Dame Célestine émet même l'idée d'une journée du 2 janvier, chômée et fériée. Sur le tronçon Ganri Étoile Rouge, la circulation est fluide. Pas d'embouteillage, ce qui n'est pas le cas habituellement, surtout à cette heure de la journée. Le lendemain de la fête, c'est un jour de travail, mais on sent que il y a encore des ambiances partout. Mardi fête, mercredi au boulot, c'est ça là. Si l'État peut nous donner une petite journée encore, ça me fera beaucoup plaisir. Comme lui, plusieurs cadres de la fonction publique ont toujours la tête plongée dans la fête. Certains ont fait juste acte de présence, pendant que d'autres sont à leur poste et se consacrent à leurs tâches quotidiennes. Moi, j'encourage ceux qui sont allés au service. C'est des citoyens, c'est des braves citoyens qui veulent le développement du pays. Parce que le développement du pays ne peut passer que par le travail. Et nous ne devons pas nous laisser aller à la fièvre de la fête. Nous devons reprendre immédiatement le travail. Fini le temps de la grande effervescence des fêtes de fin d'année. L'heure est à présent au travail. L'insertion professionnelle des jeunes par le biais de l'auto-entrepreneuriat est une préoccupation du cabinet label des petites et moyennes entreprises. À cet effet, il a organisé à Cotonou un séminaire de coaching dénommé Programme Jeunesse Affranchie. L'objectif est de susciter en ces jeunes l'esprit de création de son entreprise. Le film de cette rencontre de formation, c'est avec Igor Ayosso et Enoch Rompati. Se lancer dans la création de sa propre entreprise, c'est une sacrée aventure. Un coaching d'entrepreneur peut vous aider à tracer votre chemin avec plus de confort et de sécurité. Ces jeunes ici réunis détiennent pour la plupart des solutions innovantes pour accompagner les entreprises.
Mais la coordination dans les idées et l'endurance restent leur handicap, d'où la mise sur pied du programme Jeunesse Affranchie. Le programme Jeunesse Affranchie qu'on a mis sur pied s'occupe de la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'auto-emploi et les emplois indépendants. Notre objectif, c'est leur réussite, c'est qu'ils aillent de l'avant, c'est qu'ils sortent de là où ils sont. Parce que nous, on rêve de bâtir une jeunesse gagnante, une jeunesse entreprenante. Le programme Jeunesse Affranchie est une initiative du cabinet des petites et moyennes entreprises. Son ambition, participer à la réduction du taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi. Le cabinet label des PME s'occupe beaucoup plus de la formation des jeunes, c'est-à-dire leur incitation à l'auto-emploi. On fait un travail de changement de mentalité, amener le jeune à passer d'une mentalité de perdant, d'une mentalité de je ne peux rien, d'une mentalité de je suis un insuccès, à une mentalité de je peux tout. Auparavant, on croyait que pour réussir, il fallait forcément que l'État nous finance, qu'on ait beaucoup d'argent. Non, la chose primordiale qu'il faut avoir, c'est le développement personnel. Comment faire en sorte que je devienne plus précieux sur le marché? Vous êtes dans une entreprise, il y a d'autres qui ont un salaire, sont payés à 500 francs l'heure, d'autres sont payés à 5 000 francs l'heure. Quelle est la différence? La différence est que celui qui est payé à 5 000 francs l'heure, lui, il apporte plus de valeur sur le marché. Donc, la jeunesse béninoise, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine aujourd'hui doit chercher à apporter plus de valeur à leur vie afin d'être plus précieux sur le marché et de se faire le maximum d'argent. Une mission des hommes et des moyens, dit-on. Le cabinet des PME ne se contente pas uniquement que de la formation. Il accompagne aussi les jeunes entrepreneurs à franchir les obstacles liés au financement. Il y en a qui ont des idées, de projets, des idées d'entreprise, mais qui sont exclus des systèmes de financement mis sur pied par les banques et les SFD parce qu'ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir lancer les activités. Donc on a mis sur pied un système pour leur permettre d'avoir un financement de façon récurrente. Au regard du thème, jeunesse ne reste plus en chômage par ignorance. Les participants à ce séminaire sont convaincus. Je trouve que c'est une merveilleuse initiative. J'en suis fière, j'ai suivi la formation, je suis fière de tout ce que j'ai reçu comme formation. J'ai déjà fait la pratique dans le domaine et je sais que ça peut m'aider demain. Déjà aujourd'hui, ça m'aide. Comme vous le voyez déjà, je suis déjà au début, mais je suis tellement motivé. Donc à la fin de ce séminaire, je serai plus motivé que ça et ça me permettra de mener de nouvelles actions pour changer la vie de la jeunesse. Désormais, nous sommes prêts, nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir aller sur le marché, rencontrer les clients et négocier des marchés. Le programme Jeunesse Affranchie se positionne ainsi donc comme un motivateur des jeunes à l'auto-entrepreneuriat. 5e édition de Eco Running, un projet de salubrité qui mobilise bon nombre de personnes afin de rendre notre environnement sain. Cette fois-ci, ce sont les artistes et les hommes des médias qui ont participé à cette activité dans une ambiance très relevée. Bernal Djogbe, Gloria Oni. Nous devons lutter contre les sachets plastiques. Éradiquer complètement et définitivement les sachets plastiques non biodégradables de notre environnement. C'est bien là l'objectif de l'ONG Sachets Rééloués. Une fois encore, à travers la marche, ils ont débarrassé certaines artères de Cotonou des sachets plastiques non biodégradables. Nous espérons l'année prochaine pouvoir aller surtout à l'intérieur du pays. Le 2018, c'était pour nous un essai pour voir au niveau de Cotonou comment est-ce que les gens réagissaient, mais on a compris que nous avons quand même la fibre patriotique. On a beau dire qu'on ne fait rien gratuitement pour le pays, mais voir tout ce monde se réveiller un samedi à 6 h pour être ici sans rien en retour, je pense quand même que ça démontre notre fibre patriotique et notre désir d'avoir un environnement propre. Cette 5e édition est assez spéciale, une activité éco-citoyenne qui regroupe journalistes et artistes. On vient pour les sensibiliser aussi, pour que les gens n'utilisent plus les sachets. Même s'ils utilisent les sachets, aussitôt utilisés, ils n'ont qu'à jeter ça dans les poubelles. C'est beaucoup de sport, vous voyez, on marche et en même temps on ramasse. Donc c'est du cardio, tout ce que vous voulez, c'est beaucoup de sport, c'est bon pour la santé. Mais en même temps, je trouve noble cette action. Il ne doit plus avoir de sachets dans notre environnement. C'est pas bien pour notre santé, c'est pas bien pour l'environnement, notre cadre de vie.
Et donc voilà, je suis contente d'avoir participé à cette marche-là. Respecter la nature et protéger l'environnement relève du comportement de chacun. L'ONG Sachet Rééloué entend poursuivre le combat zéro sachet sur nos artères. Le mouvement se poursuit en 2019 tant que nous avons encore des sachets plastiques. Au fait, notre objectif, c'est d'amener le Bénin à être un pays sans sachets plastiques parce que le sachet plastique nuit à notre santé et le sachet plastique détruit notre environnement. Un Bénin sans sachet plastique non biodégradable peut se construire grâce aux gestes utiles de chacun. Au Cameroun, le rapport 2017 de la Commission nationale anticorruption qui rend compte de l'État et de la lutte contre ce fléau ainsi que les actions coordonnées par l'ensemble des institutions dédiées à cette lutte rapportent que ces structures ont permis de réaliser des économies, de recouvrer ou de sauver environ 375 milliards de francs CFA tout au long de l'exercice écoulé. Parmi les administrations qui tiennent le haut du pavé dans ce hit parade, il y a l'Agence nationale d'investigation financière qui en une seule année a permis à l'État, selon le rapport, de sauver 255 milliards de francs CFA. Les dossiers transmis auprès des tribunaux ont donné lieu à des condamnations pécuniaires de 52 milliards de francs CFA. Toujours dans le volet judiciaire, la Chambre administrative de la Cour suprême a, pour le compte de l'État, recouvré un peu plus de 51 millions de francs CFA. Ainsi se referme ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous de l'avoir présenté, ce journal à Madina Nuambossou, et très bonne soirée donc à vous. On revient à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve bien évidemment sur les différents plateaux et on ouvre celui de Monde agricole. Monde agricole, ce soir, nous faisons juste une incursion dans le monde des éleveurs de cailles, des petits oiseaux domestiqués qui sont au cœur du business de beaucoup de Béninois aujourd'hui. Nous allons tout visiter ce monde, mais juste derrière ce reportage de Marcel Gbetoro qui nous amène sur l'exploitation d'élevage de cailles. Regardez. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs de la famille des Pédicina. D'une longueur généralement comprise entre 15 cm et 18 cm, elles se nourrissent de graines au sol et d'insectes. L'élevage de la caille est appelé coturniculture. Il suit une procédure. C'est simple au niveau de la caille, ils ne sont pas exigeants. L'incubation des œufs de caille, pour commencer par là, c'est 2 semaines en fait. Avec 2 semaines, ça éclore déjà. Et ça met au plus 1 mois et demi, et ça grandit déjà et ça peut commencer par pondre. On peut récupérer les œufs déjà après 1 mois et demi. Et leur durée de vie, des fois, ils font jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça dépend de la façon dont vous les traitez. L'œuf produit par la caille est 5 fois moins gros que l'œuf de poule. Sa composition en phosphore, en fer, en vitamine B1 et B2 lui confère une propriété thérapeutique exceptionnelle. Au niveau des œufs de caille, la vertu thérapeutique surtout, c'est que ça soigne, ça guérit des maladies. Et la composition de l'œuf de caille même, ce qui est conseillé, c'est de prendre ça cru pour pouvoir bénéficier des vertus même. C'est de conseiller cru. Maintenant, ce n'est pas que c'est exigé que ça soit nécessairement cru. Même si c'est préparé, les vertus sont toujours dedans. Mais pour faire les cures d'œufs de caille, pour soigner les maladies là, de préférence, on consomme ça à jeun et non préparé. En dehors des œufs, la consommation de la viande de caille est aussi recommandée. La durée de vie de l'oiseau est comprise entre 5 et 6 ans. L'élevage de la caille nécessite des dispositions spécifiques. Il suffit de faire un toit et de les protéger. L'agilité au niveau des cailles là, c'est trop élevé, donc c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Sinon, dès qu'ils trouvent un peu d'opportunité, ils s'évadent.
Au Bénin, l'élevage de la caille est peu développé. Sur le marché de consommation alimentaire, le coût de la viande de caille est compris entre 1000 francs et 2000 francs CFA, tandis que le plateau de 30 œufs de caille est vendu à 1200 francs chez les grossistes et 1500 francs, voire 2000 francs chez les détaillants. Encourager la coturniculture pourrait être un atout tant pour les consommateurs que pour les éleveurs. Merci Marcel Guetoro pour ce reportage. On revient en plateau avec M. José Migan. C'est un éleveur de cailles. Donc les cailles, si vous en voulez, vous pouvez le contacter. Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Estelle Pazou, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, chez les cailles ce soir, au monde agricole. Oui, on est chez les cailles, on est avec monsieur Migan José et on se demande, enfin je me demande des oiseaux qui ne ressemblent presque à rien et qui pondent des œufs, de tout petits. Finalement, pourquoi se gêner pour si peu? On se demande, on va avoir la réponse avec monsieur José Migan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions de nous avoir invités aussi. Alors, dites-moi déjà, quelle raison est-ce qu'un éleveur a de choisir plutôt que la poule, la caille? Oui, l'éleveur doit choisir la caille au lieu de la poule parce que l'œuf de caille, dans sa taille toute petite, 5 fois moins gros, 5 à 6, 7 fois même moins gros que l'œuf de poule, mais 5 à 6, 7 fois plus riche en vitamines, plus riche en oligo-éléments, plus riche en protéines de qualité, hautement digestibles que l'œuf de poule. Un œuf sans cholestérol, vous voyez, c'est intéressant, c'est très nutritif et hautement diététique. Est-ce que c'est pour autant que les Béninois connaissent et consomment la viande, sinon les œufs de caille? Oui, question pertinente, c'est vrai. Ce n'est pas pour autant que les Béninois en consomment assez. C'est clair que les Béninois consomment plus l'œuf de poule que l'œuf de caille, parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Ça n'a pas été vulgarisé assez, on n'en a pas assez parlé. Moi, je suis très content que vous nous invitez sur un plateau comme ça, qu'on puisse parler des œufs de caille. Les œufs de caille, c'est des œufs de qualité. Je dis, tu prends un seul œuf de caille, c'est comme si tu es en train de prendre 5 œufs de poule. Vous voyez, le rapport, c'est très intéressant. Moins cher que l'œuf de poule, moins gros, c'est vrai, moins cher que l'œuf de poule et hautement diététique, sans cholestérol. Tu consommes ça, ça traite les maladies cardiovasculaires, les carences nutritionnelles, ça guérit plus d'une trentaine de maladies avérées, certifiées. Donc l'œuf de caille est un œuf très intéressant. Alors ça veut dire que vous pratiquez la caille, vous connaissez les œufs et comme vous le dites si bien, les valeurs nutritives, ce que ça peut apporter à l'organisme humain, vous connaissez. Mais qu'est-ce que vous faites pour faire connaître ce produit-là aux Béninois? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de vulgariser l'œuf de caille. Aujourd'hui, pour rentrer dans le supermarché, dans les rayons des supermarchés, vous avez l'œuf de caille, c'est disponible. Maintenant, il faut des trucs de médias comme ceci pour en faire parler davantage, pour que les gens puissent beaucoup plus découvrir ça. C'est très intéressant d'en parler comme ça, pour que les gens puissent savoir ce que c'est que l'œuf de caille. L'œuf de caille, il faut le consommer. La viande de caille, une viande diététique, on dit sans cholestérol, plus de vitamines, plus d'oligo-éléments, guérit des maladies, certifié conforme. Alors, il paraît que l'élevage aussi est facile. Oui, c'est un élevage très intéressant. C'est vrai, sensible au début, lorsque tu as des œufs de caille. Aujourd'hui, on a domestiqué le caille. Ça fait que le caille, en cage, dans l'élevage tel que le reportage l'a montré tout à l'heure, le caille ne peut plus se reproduire de lui-même. Elle pond des œufs bien féconds. Lorsque le mâle est avec les femelles, il n'y a pas de souci, des œufs bien féconds. Okay. Que vous avez fait incuber en incubateur, vous sortez les cailloteaux qui sont très sensibles. C'est des débuts qui sont un peu difficiles. Il suffit d'avoir les techniques, de les disposer correctement. Et puis au résultat, 2 semaines après, l'état poussin est passé. Les cailloteaux sont dans leur état poulette et on les rationne un tout petit peu. 1 mois en plus, 45 jours après, c'est des cailles adultes qui sont prêts à rentrer en ponte. C'est vrai, il faut essayer de retarder un peu la ponte pour qu'elle puisse avoir une bonne maturité sexuelle pour ne pas faire des accidents de ponte par la suite. Okay. Et puis c'est parti pour une longue durée. Elle pond des œufs régulièrement, constamment. Elle marque des périodes de pause, comme toutes. Vous savez, la production des œufs, c'est une activité fortement énergétique. Ça demandera de se reposer par moment. Et puis, il n'y a pas de souci. Tu auras des œufs de caille régulièrement, constamment, des œufs de qualité. Par jour, la caille prend combien d'œufs? Elle prend un œuf par jour. Un œuf par jour. C'est à sa taille? C'est à sa taille, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Des œufs tout à fait jolis, bien colorés, pigmentés.
Et est-ce qu'il existe une race de... Enfin, comme il existe les poules pondeuses qui ne font que pondre les œufs, est-ce que la caille aussi, il en existe une race qui Oui, avec les sélections, on est arrivé à avoir des cailles beaucoup plus gros que d'autres. On parle des cailles de race, de gros cailles, de taille moyenne, de petite taille. Mais en général, des cailles, c'est des cailles. Elles pondent correctement des œufs. Elle a un cycle de vie, comme on l'a dit, c'est-à-dire en 2 mois, tu as le cailletot qui rentre en ponte pratiquement à l'heure de 2 mois et qui est parti pour pratiquement 5 ans, 6 ans de vie. Non, lorsque c'est une caille pondeuse qui pond, vous savez, je venais de dire tout à l'heure que c'est une activité hautement énergétique. Pour pondre, la caille dépense beaucoup d'énergie. Donc une caille qui pond régulièrement va vite vieillir. Si l'éleveur doit le garder pour 4 ans, 5 ans, non, ça risque de ne plus rentable parce qu'elle va marquer beaucoup trop de pauses. C'est une activité à but lucratif. Oui. Alors, on gagne de l'argent. Donc, à partir de ces instants-là, très tôt, à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, on essaie d'envoyer les vieilles cailles. On sélectionne pour la consommation et de nouvelles cailles viennent pour continuer la production, pour entretenir correctement la production des œufs de caille. Alors, parlant même de la consommation de la viande de caille, ce n'est pas aussi connu comme la consommation des œufs. Je dirais même, est-ce que les Béninois sont prêts à consommer plus cher et plus petit que la poule? Oui, c'est un problème de pouvoir d'achat du Béninois. Ouais, c'est un problème de pouvoir d'achat du Béninois, ça se pose aussi en ces termes-là. Sinon, les Béninois, ils sont en train de découvrir la caille, ils mangent de la caille. Pendant cette période de fête, on a élevé tout ce qu'on a comme caille. On a élevé tout ce qu'on a comme c'est disponible pour la consommation, c'est parti, c'est pas resté. Et je vous dis, avant qu'elle m'appelle pour être sur ce plateau tout à l'heure, les gens m'appellent pour me demander des cailles, je veux de la viande de caille. Donc, ça vient. On a besoin d'en parler encore davantage pour que ça puisse prendre aussi davantage. La viande aussi riche que l'œuf. Diététique, très bonne qualité, indiquée pour la consommation. Alors pour manger... Pour les hypertendus. Pour les hypertendus, hein. Pour les hypertendus. Les œufs de caille, pour aide-mémoire pour les enfants, très indiqués. Avec un peu de miel, c'est parfait. Et justement, pour... Les maladies cardiovasculaires, tout ça là. Pour manger de la viande de caille à satiété, oui. Il m'en faut combien? Parce que oui. Mais quand tu n'es pas trop friand de la viande, un seul caille te suffit pour ta propre consommation. Avec les petits oiseaux là? Non, mais attention, ça a de la chair. Ça n'est rien d'autre que de la chair. Okay. C'est-à-dire, le squelette de caille, ce n'est rien du tout. C'est en miniature. Tout le reste, c'est de la chair. C'est de la bonne chair. On peut broyer les os? Voilà. Très intéressant. Quand tu peux arriver à broyer ces eaux-là et les avaler, tu as du calcium de grande qualité. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Même les coquilles d'œufs de caille, il faut les entretenir, il faut les garder jalousement. Presser un peu de citron là-dessus, ça se ramollit et tu bois ça hautement nutritif. Et pareil que même... Mélanger avec un peu de miel, c'est un délice. Pareil que citron, les plumes de caille aussi sont coquilles de caille, un peu de miel. On laisse les coquilles dans le jus de citron, ça se ramollit. Vous allez voir seulement les lamelles, les membranes là, vous les sortez simplement et puis vous achetez un peu du miel. C'est parfait. Et plus tard, on peut les consommer? On les consomme. Et pareil aussi que les plumes de caille servent aussi dans l'alimentation d'autres animaux? Oui, les plumes de caille, les coquilles de caille, le reste, c'est-à-dire en général des trucs là de caille après tout là, peuvent servir à apporter un peu plus de calcium, un peu plus d'oligo-éléments pour les autres animaux. On les envoie on essaie de sécher ça correctement, on envoie à la provendeurie, mélanger pour, par exemple, préparer les ventes poussins, ça les aide beaucoup ça apporte beaucoup de calcium, d'oligo-éléments et puis ça bouge beaucoup. Alors aussi. Pour les personnes qui sont déjà obèses, est-ce que l'œuf de caille leur est indiqué? Vous savez, c'est beaucoup indiqué pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que l'œuf de caille est un œuf sans cholestérol. Les personnes obèses, ce sont des problèmes de cholestérol. Vous savez, les vaisseaux sont tapissés de graisse de mauvaise qualité, tout ça. Là. Quand tu manges des œufs de caille, tu essaies d'éliminer ces amas de graisse là. Et puis ça s'en va. Et puis c'est indiqué, c'est très indiqué pour des personnes obèses. D'accord. Donc on pourrait, à juste titre, remplacer l'œuf de poule par les œufs de caille? Oui. Si les gens pouvaient faire ça, ce serait magnifique pour eux. Souvent, on voit la taille, c'est trop petit, ça va nous suffire. Non, attention, tu manges un seul œuf de caille, c'est comme tu manges 2-3 fois l'œuf de poule. En termes de protéines, d'oligo-éléments et de vitamines. Oui, c'est magnifique. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est pas aussi cher. Attention donc à ceux qui en mangent 12 à la fois sur place. Attention à vous, les œufs de caille, c'est des œufs de qualité. C'est des œufs auxquels on ne reproche rien du tout. Consommer ça à volonté,
consommer sa satiété, ça ne vous fait que du bien. La viande de caille, une viande diététique de qualité. Il y a des gens qui n'aiment pas trop manger de la viande. C'est bon, c'est pas trop gros, c'est pas maos, en petite taille, et puis voilà. Tu termines ça facilement. Vite et bien. Vite et bien. Vite et bien. Très tendre comme viande aussi. J'aime bien ça, vite et bien. Alors, juste à la dernière question. Le marché actuellement, est-ce que les producteurs évoluent à perte ou bien est-ce qu'ils arrivent quand même à tirer profit de l'élevage de caille? Tout est une question d'organisation et de gestion. Vous voyez, les œufs de caille, parce qu'elle n'est pas trop vieille. C'est pourquoi je dis, quand on dit de 5 à 6 ans, c'est trop, tu vas trop loin. Pour des très vieilles cailles, non. Il faut avoir des cailles d'âge raisonnable. La ponte est bien entretenue lorsqu'elles ont une bonne alimentation. Naturellement, l'œuf de caille, c'est comme un œuf bio. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller faire des proventes mélangées à des vitamines exagérées, tout ça là. Il faut lui donner de la verdure, c'est-à-dire la provente est riche en verdure, en glucides, en protéines, comme cela se doit. Et puis c'est bon. Elle prend régulièrement ses œufs, des œufs biologiques, qu'on consomme sans modération. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, l'œuf de caille, en réalité, on n'a pas besoin de le garder très longtemps. Vous avez des œufs très petits. Oui. Et sensibles à la chaleur aussi. Ça risque de vite rentrer en incubation lorsque vous les déposez. Souvent, c'est rare de voir des éleveurs en train de choisir des pondeuses à part, parce que souvent, ils aiment incuber, lorsqu'ils n'ont pas un peu de la mévente, ils aiment incuber leurs œufs. Donc, c'est des œufs pratiquement incubés. Bon, lorsqu'il y en a qui arrivent à sélectionner, c'est des œufs que tu peux garder 1 semaine, 2 semaines, légèrement au frais. Il faut vite les consommer pour essayer de garder toute sa qualité. Ah oui, il faut vite et bien que les œufs de caille. Merci beaucoup à vous pour tous ces conseils. Vraiment, on a découvert un peu plus les cailles à travers votre intervention. Monsieur José Migan, merci beaucoup à vous. À très bientôt. C'est nous qui vous remercions. Oui, à très bientôt chez vous pour manger les œufs de caille, manger la viande de caille. On vous invite à volonté, ce sera un plaisir. Allez. Vous allez découvrir les délices. On y sera avec beaucoup de plaisir. Le grand rendez-vous pratiquement terminé. On va rappeler la météo avant de partir. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis, mais avant de partir, permettez-nous de vous rappeler tout simplement la question de la semaine. Mangez-vous 100% bénin pendant les fêtes? Mangez-vous 100% bénin pendant les fêtes? On a déjà enregistré beaucoup de commentaires, mais vous pouvez déjà aussi ajouter les vôtres, pourquoi pas, sur la page Facebook de Bénin Business 24. Allez sur Facebook, cliquez Bénin Business 24. Vous aurez la question qui est la suivante. Mangez-vous 100% bénin pendant les fêtes? Répondez en commentaire. Demain, nous allons répercuter vos commentaires à l'écran
et en même temps poser la question pour la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, restez toujours en notre compagnie. Rendez-vous donc demain 19h00 pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. Bonne soirée sur BB24.